Vous écoutez le balado Connecté. Un balado qui va démystifier les saines relations à l'ère des réseaux sociaux chez les 12 à 17 ans. Ensemble, on va s'outiller à interagir avec les ados à l'ère du numérique. Ensemble, on va se connecter à la réalité des jeunes et des intervenants et intervenantes jeunesse. Ici Caroline Coiré, intervenante psychosociale, et aujourd'hui, je reçois Jonathan Villeneuve, policier retraité. Salut Jonathan! Bonjour! Salut, d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation du regroupement des maisons des jeunes. Ça fait plaisir. Donc, un policier, ex-policier, tu pourras nous en dire un peu plus, ex-policier qui vient s'exprimer en fait sur les relations entre adolescents à l'ère des réseaux sociaux. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire parce qu'on a bien des questions. Ben, ça va me faire plaisir de répondre. Les intervenants ont beaucoup de questions. Les jeunes, c'est pas toujours clair ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, s'ils sont mineurs, s'ils sont majeurs, c'est quoi la différence entre les deux. Les professionnels, on ne sait pas toujours si on est tenu de déclarer quand il y a un délit qui a été posé, à quel moment il faut signaler ou pas. Donc, on pourra en parler ensemble. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous dises ce que tu fais dans la vie, parce qu'on se dit ex-policier. Donc, Oui. Pourquoi ex-policier? Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai pris ma retraite tout récemment de la police après 10 ans de service. Je travaillais comme policier patrouilleur pour un corps municipal sur la rive nord de Montréal. Pendant mes 10 ans de police, j'ai travaillé comme policier spécialisé en intervention en santé mentale. Dans mes 3 dernières années de service, j'ai été coordonnateur du projet des agents pivots, ce qui est les agents spécialisés en intervention en santé mentale. Au poste, j'étais aussi sur la table de concertation de violence conjugale. OK. Puis sur un plan plus personnel, je suis sur le conseil d'administration d'un centre de crise des Laurentides. OK. Donc, ça veut dire que dans tes interventions comme policier, tu étais appelé à aller, par exemple, sur des jeunes qui vivent des problématiques, des conflits, qui ont eu de la violence, de l'intimidation. Tu étais appelé à aller sur ces interventions-là. Exactement. OK. Donc, on va y aller d'abord dans des distinctions qui nous viennent le plus souvent, en tout cas moi en clinique, ce qu'on entend le plus souvent, c'est je ne serai pas tenu responsable de ce que j'ai fait parce que je suis mineur. Ou de toute façon, ce ne sera pas bien grave parce que mon jeune est mineur, fait que c'est sûr qu'il va se sentir mieux. Est-ce que c'est vrai? Ben, on va essayer de démystifier ça parce qu'il y a plein de choses là-dedans. Premièrement, je vais commencer en disant que c'est pas des conseils légaux que je vais donner. Je ne suis pas avocat. On va juste en discuter du meilleur de mes connaissances puis de mon expérience, mais je veux juste statuer, c'est pas des conseils légaux. Fait que là, tu me demandais, est-ce qu'il y a une différence si si la personne est mineure ou majeure? Oui, faire comme un délit. Mais là, c'est sûr qu'on va se centrer sur les délits qui sont faits sur Internet. On va en reparler tantôt. Mais est-ce qu'il y a une différence quand le crime est commis, qu'il soit mineur ou majeur? Il y a une différence. Les mineurs le même code criminel va s'appliquer, donc c'est les mêmes infractions pour lesquelles les jeunes peuvent être poursuivis, mais ça ne sera pas sous le même système de justice. Ça va être la LLJPA, la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Okay. C'est deux buts différents. La justice pour les adultes, c'est pour avoir une punition. Habituellement, la LLJPA, c'est pour avoir une réinsertion sociale puis donner une chance à l'enfant de bien s'intégrer. Parce qu'on ne veut pas judiciariser des jeunes ou donner des conséquences très graves à des jeunes, sachant les impacts que ça va avoir sur leur futur. Donc, oui, c'est un système qui est totalement à part, qui vise la réinsertion sociale, le moins possible d'emprisonnement. Les jeunes sont toujours susceptibles à une peine pour adultes, par contre. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est beaucoup en fonction de la gravité de l'infraction. Ça, c'est le juge qui va trancher sur la gravité de l'infraction qui a été commise. Je pense que oui. OK. Donc, dans ce cas-là, comment ça fonctionne? On va revenir à les interventions policières que tu as eues. Tu sais, on a toutes sortes d'appels, d'interventions auprès des jeunes. Disent, mettons, on a de l'intimidation. Là, c'est un cas qui revient beaucoup. Les écoles s'inquiètent, les parents s'inquiètent, les jeunes ne savent pas quoi faire quand ça arrive. Comment c'est géré l'intimidation aux yeux de la loi? C'est un bon cas pour commencer. Juste en termes de définition, souvent, il y a du langage commun comme intimidation ou menace qui, au niveau criminel, dans le code criminel, c'est pas les mêmes définitions. OK. Une menace, tu peux avoir un propos qui est menaçant, tu peux te sentir intimidé, mais dans le libellé de la loi, c'est pas nécessairement la même chose.
C'est pour ça qu'il faut OK. s'attarder à la définition. Quand on parle d'intimidation au sens du code criminel, c'est on fait quelque chose pour empêcher quelqu'un de faire quelque chose qu'il a légalement le droit de faire. Fait que souvent, l'intimidation de cours d'école, mais ça ne s'appliquera pas à la définition criminelle de l'intimidation. OK. Donc, souvent, on est appelé sur des appels où les jeunes vivent l'intimidation, puis c'est de la vraie intimidation, mais ce n'est pas nécessairement de l'intimidation au sens du code criminel. Donc, on ne pourra pas le traiter comme une infraction criminelle. Puis OK. selon moi, tout ce qui est au niveau de l'intimidation, ça devrait être à l'école d'agir beaucoup plus que la police. OK. Puis qu'est-ce qu'on fait dans le cas où il y a, par exemple, là, on parle de la cyber-intimidation, un jeune qui reçoit à tous les jours des commentaires haineux, des menaces, de la pression de enlève-toi, ferme ton compte TikTok ou arrête de publier telle affaire ou tu n'as plus le droit de taguer telle personne, tu n'as plus le droit de je sais pas, là, ce qu'ils peuvent vivre en ligne. Il y a toutes sortes, que ce soit sur Discord, sur Instagram, sur Snapchat. Donc, qui vivent ça à tous les jours, cette pression-là de quelqu'un, cette violence-là. Comment c'est traité? Est-ce que le jeune, ça veut dire qu'il ne peut pas appeler la police pour ça? Il peut appeler la police. Il n'y a pas de distinction, à moins que je me trompe, il n'y a pas de distinction entre le monde virtuel et le monde réel. Le code criminel s'applique de la même façon si c'est fait dans la vraie vie ou sur Internet. On le voit récemment avec toutes les menaces qui ont été faites à des politiciens, à des journalistes. Les gens sont arrêtés pour ça. OK. C'est sûr qu'il y a un niveau d'enquête qui est un petit peu plus difficile parce qu'il faut savoir c'est qui était derrière le clavier, qui était derrière l'écran. Donc, on a une tâche supplémentaire au niveau de l'identification du contrevenant, mais les actes posés sur Internet, si c'est criminel, le code criminel canadien va agir dessus. Fait que, oui, tu sais, là, s'il y a une récurrence au niveau des actions, il peut y avoir de l'intimidation, il peut y avoir des menaces, il peut y avoir du harcèlement. Si vous pensez que vous êtes victime de ça, oui, vous pouvez appeler la police. Dans les faits, vous pouvez toujours appeler la police. Il y a des policiers qui vont se présenter où vous allez venir au poste, puis on va évaluer ensemble. Puis si on n'est pas sûr, ben, on va faire venir des enquêteurs, puis on va évaluer. Puis si on n'est encore pas sûr, ben, il y a les procureurs qui vont nous aider à dire est-ce que c'est un événement criminel ou non. Parce que si ce n'est pas un événement criminel, on ne peut pas agir au niveau criminel. On peut essayer de référer vers des organismes qui vont aider à la conciliation, mais il faut vraiment évaluer est-ce qu'il y en a un criminel. Fait que si vous pensez, oui, vous pouvez toujours venir au poste de police, puis il y a un policier qui, avec vous, va évaluer la situation, voir est-ce que ça en est ou pas. OK. Puis est-ce que si on s'inquiète pour un jeune, on le sait que ce jeune-là vit cette situation-là de cyber-intimidation où il reçoit des menaces, ou que ce soit en vrai ou sur Internet, mais que lui ne veut pas porter plainte. Est-ce que nous, comme professionnels, comme intervenants, on doit porter plainte? Au sens du code criminel, c'est la victime qui porte plainte. C'est la personne qui a été victime d'un acte criminel qui va porter plainte. Dans le cas d'une personne mineure, il faudrait vérifier avec un avocat pour voir si un tuteur légal peut porter plainte. Mais on ne peut pas porter plainte à la place de quelqu'un. Il faut que ce soit la personne qui le fasse. On peut le conseiller, on peut l'épauler, on peut lui expliquer les conséquences. Encore une fois, il peut venir au poste de police avec un adulte pour parler avec un policier qui va lui expliquer les implications, lui conseiller de porter plainte. Mais au final, on n'est pas obligé de porter plainte, c'est une décision personnelle. Puis c'est la victime qui va décider de porter plainte ou pas. OK. Puis moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai déjà vu, du moins en intervention, c'est un jeune qui ne veut pas porter plainte parce qu'à un moment donné, mais il n'est pas patte blanche, lui non plus, là-dedans. Mm-hmm. Donc, là, par exemple, un cas où des parents sont venus, ils croyaient que le jeune était victime de cyber-intimidation. Puis ce qu'on voit en bout de ligne, bien, le jeune, il y avait une partie de l'histoire qu'il ne nous disait pas. Et là, sa crainte, finalement, en travaillant avec lui, c'est que ben, c'est parti d'une chicane qui a complètement dégénéré et que là, il s'est retrouvé victime de cette situation-là. Il y a plein d'autres jeunes qui s'en sont mêlés. Mais lui, il avait commis des délits en ligne. Il avait commis des menaces. Il avait écrit des menaces. Il avait fait des commentaires haineux pendant une certaine période. Mais là, il avait effacé ses affaires. Donc là, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là où, mettons que le jeune se présente à la police? Est-ce que ça, c'est tout enquêté? Les antécédents avant cette histoire-là, ce qu'ils ont texté, est-ce que vous avez une façon de récupérer ces messages-là?
Je suis pas enquêteur et je suis surtout pas spécialisé à tout ce qui est crime technologique. Mais oui, du moment qu'on démarre une enquête policière, il y a une enquête qui est faite. OK. Puis on essaie surtout de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu des menaces. Fait que la victime va faire une déclaration sous serment, puis on va essayer de comprendre ça vient d'où. Mais effectivement, si la personne a commis des actes criminels, ben, il faut l'informer. Du moment qu'on sait qu'il y a un acte criminel, ben, lui aussi peut être arrêté. C'est pas parce qu'on vient porter plainte à la police que tout d'un coup, on est une victime, puis on a une immunité sur ce qu'on a pu faire précédemment. On dit que la justice est aveugle, là, mais effectivement, c'est pas rare. On appelle ça des plaintes croisées. On est victime de quelque chose, on a aussi fait un acte pour lequel on va être accusé. Ça arrive très souvent, malheureusement. Donc, est-ce que ça peut dissuader des jeunes de porter plainte alors s'ils sont vraiment victimes de menaces, de harcèlement, d'intimidation, mais qui ont commis quelque chose? Il me semble que ça me met à la place d'un adolescent. Je me dis, je vais-tu porter plainte si moi aussi j'ai commis quelque chose? Hein? C'est une vraie question à se poser parce que ça a des implications. Si on a commis un acte criminel, qu'on a été victime, là, ça va être, moi je vous dirais, rencontrer un avocat. L'avocat, c'est confidentiel. Il va vous conseiller au meilleur de ses connaissances aussi, parce que c'est tout à fait possible que vous veniez porter plainte puis qu'au final, vous soyez arrêté vous aussi. Est-ce que ça peut... Oui, c'est sûr et certain qu'il y a du monde qui ne viennent pas porter plainte parce qu'ils savent très bien qu'eux aussi vont se ramasser dans le système de justice, puis ils veulent pas ça. Par contre, si on est rendu à craindre pour sa sécurité, à craindre pour sa vie, ben tant pis, le reste, là. Oh oui, c'est ça. Le but, c'est de protéger la sécurité. Puis même si on va accuser la victime, ben, il est aussi traité en victime. Il va y avoir un dossier où il va être une victime, un autre dossier, il va être le suspect, mais toute la portion victime, on va le protéger comme une victime. Il y a des éléments judiciaires qu'on peut mettre en place pour le protéger. Fait que si la sécurité ou la vie est en danger, il ne faut pas hésiter à porter plainte. Si c'est une chicane, je ne veux pas dire anodine, mais ça l'arrive, là, effectivement, est-ce que ça vaut la peine, sachant que nous aussi, on a commis des délits? Ça peut faire partie de la réflexion. Si vous êtes dans ces réflexions-là, faites-vous conseiller par un avocat. OK. Puis, si tu avais à parler, par exemple, à un groupe de jeunes, mettons que tu étais invité, toi, dans la maison des jeunes, puis ils disent qu'est-ce que tu auras envie de leur dire avec ton expérience de policier sur les relations qu'ils ont entre eux ou les choix qu'ils font en ligne puis hors ligne. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Moi, ce que je leur dirais, c'est que le monde virtuel n'est pas dissocié du monde réel. C'est pas deux mondes parallèles, c'est la même chose. Puis les conséquences dans le monde virtuel, les actions posées dans le monde virtuel ont des conséquences dans le monde réel. Puis c'est important d'apprendre à se responsabiliser par rapport aux actions qu'on pose. Parce que si la première fois que vous faites quelque chose, c'est un acte criminel sur les réseaux sociaux, pensant qu'on ne vous retrouvera jamais, puis il n'y aura pas de conséquences, puis que la police vient cogner à notre porte, puis qu'on se fait arrêter, ben, il peut y avoir des très grosses conséquences pour des actions qui ont été posées. En réflexion. C'est ça, exactement. Fait que de vraiment apprendre qu'il y a des conséquences réelles sur notre vie réelle à tout ce monde virtuel-là. As-tu déjà eu affaire, toi, à des victimes qui ont vécu des crimes sur Internet? Là? Oui, de toutes sortes. Ça va du vol d'identité à l'extorsion, à l'intimidation. On parlait d'harcèlement tantôt, ça arrive souvent que ça soit par les... Souvent, tout est mélangé. C'est par téléphone, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux. Oui, du piratage de comptes de médias sociaux aussi. Ça arrive très régulièrement. Puis ça, c'est tenu au sens de la loi. Le piratage, par exemple, je fais voler mon compte TikTok, quelqu'un vole mon mot de passe, va publier des affaires sur ma page. Oui. Ça, c'est dénonçable au sens de la loi. Oui, c'est un acte criminel particulier. C'est méfait, si je veux être sûr certain que je le dis comme il faut. Ça va être des méfaits de données informatiques. Donc, c'est dans l'accusation de méfait, empêcher quelqu'un de soit briser quelque chose ou empêcher quelqu'un de jouir d'un bien qui a légalement le droit. Puis là, c'est appliqué à des données informatiques. Fait que oui. OK, donc c'est comme un vol d'identité sur Internet.
Ça peut ressembler à ça. Le vol d'identité va être séparé, mais du moment qu'il y a un méfait de données informatiques, ça se peut qu'il y ait plein de choses qui en découlent, dont un vol d'identité, une fraude à l'identité, de la fraude, de l'extorsion. Il y a plein de choses Qu'est-ce que qui c'est peuvent suivre. l'extorsion? C'est par la menace verbale ou par la menace de violence, obliger quelqu'un à faire quelque chose. OK. Puis la sextorsion? C'est la même chose, c'est le même article, mais avec un caractère sexuel. OK. Donc, obliger quelqu'un à envoyer une photo nue, par exemple. Si tu m'envoies pas une photo nue de toi, j'écris ça en ligne, je pars une rumeur. Exactement. Oui. L'extorsion, on a la vision un peu romancée d'un mafieux qui s'en va dans un café pour extorquer de l'argent. Si tu fais pas ça, si tu me donnes pas 5 000, il va se passer telle affaire à ton commerce. C'est de l'extorsion. Mais cette extorsion, c'est la même chose, mais avec un caractère sexuel. Si tu n'as pas de relations sexuelles avec moi, si tu ne m'envoies pas des photos à caractère sexuel, il va se passer telle chose. OK. Parce que ça arrive qu'on a des jeunes qui se questionnent sur est-ce que je fais juste dire non, ta gueule? Ou non, c'est de la violence et c'est au sens de la loi. C'est répréhensible. Oui, absolument. OK. Puis qu'est-ce qu'il y en a des fameux nudes qui sont envoyés? Je vais te poser une question plus directe. En fait, là, quelque chose que j'entends plus régulièrement. Mettons, on prend deux jeunes. Ils ont plus de 14 ans. Donc, on parlera après de consentement sexuel au sens de la loi. Là. Oui. Donc, les gens ont plus de 14 ans. On va dire que c'est un gars et une fille qui sont en couple. Le chum demande est-ce que tu peux m'envoyer une photo de toi nu? La fille dit ben oui, ça me tente de t'envoyer une photo de moi nu. Puis ça lui tente vraiment. Elle lui envoie la photo, même à valide. T'es sûr que tu veux une photo de moi nu? Oui, je veux vraiment une photo de toi nu. Elle envoie une photo d'elle nue. Lui, il prend ça, il enregistre ça dans son téléphone. Puis là, il la trouve tellement belle qu'elle montre à son meilleur ami. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Une panoplie d'implications. Non, ils n'ont pas le droit. On ne tombe pas dans les relations sexuelles où il y a un âge de consentement. Donc, les mineurs peuvent avoir des relations sexuelles. On en reparlera par la suite de l'âge de consentement. Là, dès que c'est un mineur qui est pris en photo, on tombe dans la catégorie de la pornographie juvénile. Même si c'est lui qui se prend en photo. Même si c'est lui qui se prend en photo. C'est de l'autoproduction. C'est le reste de la production quand même. Donc, la jeune fille ou jeune homme qui se prend en photo, il faut que la photo ait un caractère sexuel, là, qui montre des organes génitaux ou une position à caractère sexuel. Dès que la personne prend la photo, elle vient de commettre l'infraction de production de pornographie juvénile. Fait que là, elle l'a dans son téléphone, possession de pornographie juvénile, elle partage avec son chum, distribution de pornographie juvénile, lui le reçoit là, dans son téléphone, possession. fait que du moment que des nudes est envoyé par des mineurs, on tombe dans tout l'aspect de production, de distribution de pornographie juvénile, qui est un acte criminel. OK. Puis si un parent voit ça dans le téléphone de son enfant, est-ce qu'il faut qu'il appelle la police? Il faut surtout qu'il y ait une foutue bonne discussion avec son enfant sur qu'est-ce qu'il fait avec ça, puis on va en jaser, là. C'est exactement. Entre parents, il y a plein de choses à faire parce qu'il y a des implications. Il y a des implications criminelles à tout ça, il y a aussi des implications sociales. Il y a des jeunes filles. Le pire cas, c'est il y a des jeunes filles qui se sont enlevées la vie suite au partage de ces photos-là. Fait que oui, il y a une méchante discussion à avoir avec son jeune. Après ça, c'est est-ce qu'il y a eu des répercussions à tout ça? Parce que ça se peut qu'il y ait eu des partages, ça se peut qu'il y ait de l'intimidation suite à ça. Ça va teinter notre choix. Est-ce qu'on dénonce à la police ou pas? Parce que du moment qu'on dénonce à la police, nous, on est mis au courant d'un acte criminel, on enquête puis on fait ce que la police fait. Comme parents, là, on n'a plus de contrôle sur certaines choses, mais des fois, c'est nécessaire. Par contre, si je peux rassurer un petit peu, parce que là, on dit que la jeune fille qui prend une photo d'elle vient de commettre un acte criminel, puis c'est un acte criminel qui est sérieux, la production de pornographie juvénile. Il y a quand même un projet qui est parti en 2016 du Palais de justice de Saint-Jérôme. C'est le protocole d'intervention Sexto, qui devrait être à l'ensemble du Québec d'ici 2025, si ce n'est pas déjà fait. Il y en avait beaucoup, des dossiers comme ça. Puis c'était avec la voie traditionnelle du système de justice. On arrête, on envoie, puis ça prend plusieurs mois avant que ça soit traité. Avec le protocole Sexto,
les policiers ou le procureur va voir est-ce que le partage d'images intimes a été fait de façon impulsive ou de façon malveillante. S'il a été fait de façon malveillante, ça va être envoyé dans le système de justice traditionnel. S'il a été fait de façon impulsive, mais là, ça va être géré en prévention. Donc, ça n'ira pas nécessairement devant le système de justice. Et la personne qui a produit, donc la jeune fille ou le jeune garçon qui a produit les images, va être traité comme une victime et non pas comme un contrevenant. C'est une méchante différence. Hein? C'est une méchante différence. Fait que ça fait en sorte que oui, on peut porter plainte. Sans craindre d'être considéré comme un contrevenant, parce qu'effectivement, la jeune fille qui l'a fait, elle voulait pas, ou le jeune garçon voulait pas commettre un acte criminel. On sait très bien dans quel contexte c'est fait, puis le but, c'est pas nécessairement de leur taper sa tête, c'est de limiter les conséquences, parce qu'il y a façon de circonscrire les conséquences, et surtout de faire l'enseignement. Par contre, il faudrait que je regarde les choses, mais c'est pas un free pass à chaque fois. Une fois que c'est fait, il y a des engagements qui sont signés, puis après ça, toutes les parties impliquées sont avisées que si ça recommence, ben, ils peuvent très bien être accusés au criminel. Fait que, minimalement, pour la première fois qu'on fait cette erreur-là, ben, on ne se ramassera pas accusé d'un acte criminel qui est très sérieux. Puis, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question-là. Peut-être que ce serait plus à l'avocat, je devrais le poser, mais l'envoi de nudes, c'est une chose, mais deux jeunes qui se mettent, mettons, en FaceTime ensemble, puis qui se regardent l'un et l'autre, est-ce qu'on rentre dans la même catégorie s'ils se filment pas puis ils se prennent pas de photos? Je m'embarquerai pas là-dedans. OK. Moi, je viens de penser à ça, c'est la même affaire. Parce que je ne sais pas s'il peut y avoir une notion d'enregistrement. Ouais. Est-ce que c'est comme un face-à-face? Est-ce que c'est l'équivalent d'un face-à-face ou s'il y a moyen d'enregistrer dès que tu peux enregistrer, prendre une photo? C'est l'enregistrement qui se fait. Fait que je ne veux pas me prononcer là-dessus. Effectivement, ça prendrait un avocat pour répondre comme il faut à cette question-là. Donc, à des jeunes, c'est important de leur rappeler que même si eux sont consentants, même si le partenaire est consentant ou la partenaire est consentante, c'est un acte qui est répréhensible au sens de la loi et ils ne peuvent pas s'envoyer des photos nues, même s'ils le veulent. Même s'ils le veulent, si c'est un mineur, on tombe automatiquement au niveau de la pornographie juvénile. Fait que c'est puis comme adulte, est-ce qu'on a le droit de s'envoyer des photos des nudes si les deux sont consentants? Oui, absolument. Dès que tu as plus de 18 ans, tu peux pas mal faire ce que tu veux. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été... Ben, c'est ça. Tu ne peux pas le partager sans le consentement de la personne qui l'a produit ou sans te soucier du consentement de la personne qui l'a produit. Fait que, on peut s'envoyer des photos, il n'y a aucun problème. Si je les partage, ben là, ça devient l'accusation criminelle de partage d'images intimes sans le consentement de la personne. OK. Fait qu'il n'y a aucune notion de production de quoi que ce soit. C'est des adultes, puis ça, il n'y a pas de problème. Ils ont le droit de le faire. C'est au niveau du partage sans le consentement que là, c'est un acte criminel. OK. Puis quand tu disais tantôt, je t'ai dit on va revenir sur le consentement sexuel. Oui. C'est quoi les âges? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles? À partir de quel âge? C'est quoi l'âge du consentement? Au terme du code criminel, le consentement sexuel est à 16 ans. Donc, okay. À partir de 16 ans, tu peux consentir à avoir des relations sexuelles. Il y a des exceptions pour en bas de ça, parce qu'on comprend que des adolescents peuvent vouloir avoir des relations sexuelles entre eux. Donc, ça commence à 12 ans. À 12 ou 13 ans, il peut y avoir un maximum de 2 ans d'écart entre les deux partenaires. OK. Donc, un jeune de 12 ans peut faire l'amour avec un jeune de 14 ans maximum. De 14 ans maximum. Est-ce qu'un jeune de 12 ans peut faire l'amour avec un jeune de 10 ans? Non, c'est 12 ans. 12 ans minimum. Le minimum. OK. Donc, 12 ans, c'est maximum 2 ans de plus, donc 14 ans. Oui, puis à faire attention, là, 2 ans, je pense qu'on parle de 2 ans jour pour jour. Là. Fait que c'est pas, j'ai 14, t'as 12, ouais, t'as 14 plus 3 mois. On parle de 2 ans jour en termes de journée. Pour 14 et 15 ans, il y a un 5 ans d'écart maximal. Et il ne faut pas que la personne dans la relation la plus vieille soit en situation d'autorité, en situation de confiance. Il ne faut pas qu'il y ait de notion d'exploitation sexuelle.
dans toute cette chose-là. Donc, un jeune de 14 ans, mettons, avec un autre jeune de 19 ans, ça va. Mais mettons que c'est son coach de sport, évidemment que ça va pas. Exactement. OK. OK. Donc, 5 ans. C'est pour 14-15 ans, c'est 5 ans. Pour 14-15 ans, c'est 5 ans. Puis après ça, à partir de 16 ans, ben là, c'est le consentement sexuel. Une personne de 16 ans peut choisir avec qui elle a des relations sexuelles. Indépendamment de l'âge. Oui. OK. OK. C'est une bonne nuance parce que clairement, on nous enseigne pas ça comme intervenant. Je sais pas si j'ai jamais eu connaissance de ça. Ben, il aurait certainement fallu s'adresser à un avocat pour le savoir ou au policier pour. Parce que c'est tout écrit noir sur blanc dans le code criminel. Une simple recherche sur Internet si jamais vous avez des questions, vous voulez aller plus en profondeur là-dessus, vous allez être capable de trouver l'article. Le code criminel au complet, et on peut le retrouver sur Internet. OK. Puis si un parent est en désaccord avec cette situation-là, le jeune de 14 ans qui a une relation sexuelle avec le jeune de 19 ans, les deux sont consentants, mais les parents ne sont pas d'accord avec cette relation-là. Oh, j'aurais beaucoup de difficultés à répondre à ta question. Je ne m'avancerai pas là-dessus, je ne sais pas. Ça va dépendre du pourquoi ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce qui fait qu'ils croient qu'il y a peut-être une situation de pouvoir ou... Oui, c'est ça. Ça va être investigué. Le policier ne va pas raccrocher et dire ben non, au sens de la loi, c'est correct, il n'y a pas d'investigation. Ben, il va y avoir des choses à aller vérifier, effectivement. Pourquoi le parent n'est pas d'accord? La loi balise ce qu'on a le droit de faire ou pas. Fait que, théoriquement, si tu es dans le cadre légal de la loi, tu as le droit de le faire, mais il n'y a pas de criminel, c'est correct. Si le parent se questionne, est-ce qu'il y a juste besoin d'être éduqué sur la loi? Oui, ton enfant a le droit. Ou pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord? Ah ben, c'est son coach de soccer ou il y a une relation. Je pense que c'est de l'exploitation sexuelle. Ben là, effectivement. Okay. Parce que c'est pas rare, là. On parle de prostitution juvénile, mais c'est des jeunes qui vont, des jeunes proxénètes qui peuvent aller exploiter des mineurs. Fait que, c'est ça, parce que j'ai travaillé avec dans un organisme pour jeunes itinérants, puis ou en fugue, donc la plupart étaient en fugue, et ou placés à cet endroit-là par la DPJ. Puis on avait plein c'était principalement des jeunes filles là, qui étaient en couple avec un garçon qui est légal au sens de la loi, mais que c'était clairement de l'exploitation sexuelle. Mais la jeune fille va dire, mais non, mais je l'aime, puis j'ai envie de le faire pour lui. Puis lui, il dit, je l'aime et j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Et là, c'est ça, il y a tout ça de... Là, dans cette mesure-là, ça va prendre des intervenants qui vont rencontrer ces jeunes-là, accompagner les parents, si l'inquiétude vient du parent. Oui, si l'inquiétude vient du parent. Si la personne a 16 ans, si la jeune a 16 ans, bien, on tombe dans le consentement complet. Fait que il n'y a plus de criminel. Si on pense que c'est de l'exploitation sexuelle, ben là, on tombe dans de l'accompagnement, dans l'expliquer. Mais c'est des situations qui sont super compliquées. Puis on en a rencontré des parents qui ne sont pas d'accord, qui nous expliquent. Mais c'est... Il y a une différence entre pas aimer le chum ou la blonde ou le partenaire sexuel de son enfant puis avoir des inquiétudes pour le développement de son enfant ou pour la sécurité de son enfant. Absolument. C'est ça. Donc, ça, c'est la distinction à faire entre les deux. Dans tous les cas, je voudrais appeler un policier, présentez-vous au poste de police. Vous allez vous asseoir avec un policier, vous allez en discuter, puis on va trouver l'information, puis on va... Si c'est pas criminel, on va quand même vous pousser vers les bonnes ressources, le bon accompagnement. C'est pas parce que c'est pas criminel, on a une job de police à faire, on a aussi une job de référence. C'est à nous de vous envoyer à bonne place. OK, donc il y a de l'accompagnement qui est fait au-delà de l'intervention. L'intervention policière inclut une forme d'accompagnement aussi. Oui, plus la référence que de l'accompagnement, parce que ça reste... Oui, l'accompagnement dans la référence, je dirais. Mais oui. OK. Puis, OK. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des appels d'intervenants qui se questionnent ou c'est plus les parents ou la personne elle-même qui va appeler? Mais mettons que moi, comme intervenante, je travaille dans une maison des jeunes, j'ai des inquiétudes pour un jeune qui fréquente la ressource. Est-ce que je peux appeler la police pour dire j'ai des inquiétudes, voilà mes inquiétudes, je ne sais pas quoi faire avec ça? Oui, si la personne ne brise pas l'aspect de confidentialité puis veut nous poser des questions, on est là pour répondre aux questions. S'il y a un danger réel pour le jeune, là, tu peux le valider, mais la confidentialité peut tomber si la vie d'un jeune est en danger.
Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, vous pouvez nous appeler si vous voulez poser des questions. On va répondre. Euh, si on est mis au courant d'un acte criminel, encore une fois, dès que la police est mise au courant d'un acte criminel, on va devoir agir. Est-ce qu'il y a un risque de détruire la relation intervenant-jeune? Oui, très bien. OK. La police, c'est malheureux, là, mais des fois, c'est un couteau à deux tranchants. On appelle pour avoir des conseils, puis au final, nous, on est mis au courant d'un acte criminel, on n'a plus le choix d'agir. OK. Fait que là, les intervenants, des fois, sont fâchés après nous. Je voulais juste des conseils, puis là, vous débarquez dans la place. Ouais, mais tu nous as mis au fait d'un acte criminel. Comme policier, j'ai plus le choix d'agir. Il y a des choses. Toi, tu n'as pas le droit de choisir de ne pas agir. Là. En criminel, on n'a pas de pouvoir discrétionnaire. Fait que dès qu'on est mis au courant d'un acte criminel, puis surtout avec des mineurs, là, ben, on va poser les actions nécessaires pour sécuriser les gens puis enquêter là-dessus. OK. Mais nous, comme intervenants professionnels, ce qu'on est tenu de faire, du moins, c'est si le jeune est en danger ou s'il met quelqu'un d'autre en danger, si sa vie est en danger de façon imminente, on est tenu de le rapporter. Ça, on a une responsabilité professionnelle de le rapporter et donc l'autorisation de briser la confidentialité. Si la vie est en danger, ça risque d'être la police. Puis sinon, ce qui va gérer la sécurité des jeunes, ça va être la DPJ. Okay. Possiblement que ce n'est pas la police que vous allez appeler, c'est la DPJ. Okay. Si la DPJ veut une intervention immédiate, ben, on travaille avec eux, ils nous appellent, puis on intervient avec eux. Ça arrive souvent. Puis est-ce que ça vous arrive que c'est vous qui appelez la DPJ? Oui, régulièrement. OK, donc, mettons, on rapporte un acte criminel, puis là, toi, tu fais affaire avec un mineur, donc là, toi, tu appelles la DPJ. Oui, si on fait affaire avec le mineur, on va le dire à la DPJ. Souvent, on intervient sur place pour n'importe quelle infraction criminelle. Il y a des enfants sur place qui ont été soit témoins de violence ou victimes de violence. Non, on fait constamment affaire avec la DPJ. OK. Puis, est-ce qu'il faut se préparer quand on appelle la police? Donc, moi, j'ai un jeune, normalement, qui nous racontait qu'il y a eu de l'intimidation, la cyber-intimidation. Puis là, il est en train de se monter un dossier. Mais c'est parce que ça prend du temps de monter un dossier, là. Puis là, il essaie de prendre des screenshots de tout ce qui s'est passé, puis de ressortir le courriel, puis d'imprimer. Puis là, je dis, écoutez, si vous pensez qu'il y a un acte criminel qui a été posé, là, appelez, dénoncez. Mais là, les parents semblaient croire qu'il fallait absolument préparer un dossier pour que ce soit béton quand il va porter plainte. Toi, qu'est-ce que tu dirais à ces parents-là? Non, vous n'êtes pas obligé de préparer le dossier au complet. C'est le travail des policiers de monter le dossier pour le soumettre au procureur. C'est sûr que quand la personne a minimalement gardé, on ne parle pas d'imprimer puis de nous monter la pile de dossiers, si elle n'a pas effacé ces choses, elle nous donne accès aux éléments de preuve. Parce que nous, ce qu'on va aller chercher, c'est les éléments de preuve. On veut soumettre un dossier qui fait du bon sens au procureur, parce que le procureur, lui, pour porter des accusations, il va être moralement convaincu de pouvoir obtenir une condamnation. Okay. Si on lui présente de quoi qu'il n'y a pas vraiment de preuve, ben, il va dire s'il n'y a pas d'acte criminel, ou ben non, je ne pourrai jamais faire la preuve hors de tout doute raisonnable puis obtenir une condamnation, il ne poursuivra pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'arriver avec un dossier béton en partant. Les enquêteurs qui sont spécialisés dans ces dossiers-là rencontrent la victime, vont chercher les éléments de preuve, vont chercher les demandes d'autorisation, les mandats nécessaires pour récolter la preuve. C'est notre travail de le faire. C'est sûr que quand la victime collabore, ça va vraiment, vraiment mieux, mais c'est pas nécessairement à la personne d'arriver avec tout ça. Si elle l'a, tant mieux, on va le prendre, mais attendez pas. Retardez pas la plainte. Surtout s'il y a un élément de dangerosité pour la vie ou pour la sécurité. Venez nous voir. OK. Puis nous, comme policiers, du moment qu'on est mieux au courant qu'il y a un acte criminel, on peut porter des actions tout de suite. C'est pas parce que le dossier n'est pas soumis au procureur qu'on ne peut pas arrêter la personne, qu'on ne peut pas émettre des conditions judiciaires, qu'on ne peut pas demander une détention en attendant. Ça nous met sur un rush plus pour l'enquête. Mais s'il y a un élément de danger, on va sécuriser la victime. C'est le plus important, c'est de protéger la vie. OK. Est-ce que ça arrive que des policiers vont faire des interventions dans des milieux de vie de jeunes pour faire cette éducation-là? J'ai déjà vu des policiers aller dans les écoles, des policiers communautaires. Mais est-ce que c'est fréquent? Est-ce que tu en connais ou tu entends d'autres corps de police qui faisaient ça? Dans chaque corps policier, il y a des divisions de prévention.
OK. Il y a des policiers éducateurs dans les écoles, il y a des policiers qui vont rencontrer des personnes âgées pour faire de la prévention de la criminalité. Est-ce que ces policiers-là pourraient aller dans les maisons des jeunes? Absolument. Est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas. Je n'ai pas travaillé à la prévention. Puis chaque corps de police est indépendant. Il adopte la stratégie qu'il veut adopter. Fait que est-ce qu'on peut aller? Oui, on peut aller partout. On peut proposer d'aller parler, de rencontrer. Est-ce que c'est fait? Je ne sais pas. Moi, je verrais tellement une plus-value. Est-ce qu'on explique aux jeunes avant que ça se passe le cadre légal? Parce que nous, quand ils débarquent, là, moi, je suis en clinique, là, c'est pas pareil comme une maison des jeunes qui est plus un milieu, c'est un milieu de vie. Mais nous, quand ils débarquent dans nos bureaux, c'est fait. Puis, il y a une jeune qui nous a dit, écoute, c'était tellement frappant. Quand on a monté le projet du regroupement des maisons des jeunes, c'est le projet qui s'appelle Alterado, d'où est venu le podcast Connecté. Mm-hmm. Donc, pour bâtir le projet puis cette formation-là que je suis en train de donner aux intervenants de Maison des jeunes, on a rencontré des adolescents, on a rencontré des intervenants. Puis dans les focus group qu'on faisait avec les ados, je leur demandais comment vous vivez ça sur les réseaux, qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à l'écouter, à le consulter. Et il y a une jeune, à un moment donné, on parlait des conflits et des problèmes qu'ils ont parce qu'ils nous mettent très, très impuissants. Il dit, on ne sait pas vraiment comment s'occuper de nos appareils. Personne ne nous montre vraiment ce qu'il faut faire ou pas faire. Puis, à un moment donné, elle avait 17 ans, la jeune, elle a dit, tu sais, à un moment donné, on nous met un appareil des mains quand on est jeune. On est bien content qu'on dérange personne. Là, à un moment donné, on devient ado, puis on commence à faire des niaiseries là-dessus. À l'école, ils nous disent que c'est pas à eux à s'en occuper parce que ça se passe en dehors de l'école. Il dit, nos parents, si tu leur dis, ils vont t'enlever ton téléphone. T'appelles la police, ils nous disent qu'il n'y a pas de crime qui a été commis, donc c'est pas à eux d'intervenir. Elle dit, donc, si c'est pas aux parents, c'est pas à l'école, c'est pas à la police d'intervenir, qui c'est qui va nous montrer quoi faire avec avant de nous critiquer? Ah, c'est un bon point. J'ai dit, tabarouette, toi, je t'engage, on s'en va en tournée de conférence, fille. Mais c'était tellement frappant parce que c'est ça, moi, j'ai l'impression que tout le monde se lance la balle jusqu'à temps que quelque chose arrive. Mm-hmm. Puis le jeune dit, je ne savais pas. Puis nous, comme adultes, on dit, ben là, c'est une évidence à l'eau que ça se fait pas, dire à quelqu'un, va te tirer en bas du pont, gros cave. Puis bon, j'ai juste texté, là, je voulais pas vraiment qu'il se tue. Là. Mais il y a personne. Conseiller le suicide, c'est aussi une infraction criminelle. On ne peut pas conseiller le suicide, on ne peut pas aider quelqu'un à se suicider. Mais c'est un super bon point. Comme policier, on a un rôle d'enseignement, de prévention de la criminalité. Moi, je dirais aux intervenants qui nous écoutent, si c'est un enjeu dans votre maison des jeunes, allez au poste de police ou demandez à parler aux responsables de la prévention, puis demander s'il y a un policier préventionniste qui peut venir rencontrer les jeunes. On se déplace dans les écoles, dans les CHSLD, dans les RPA. Pourquoi est-ce qu'un policier préventionniste ne se déplacerait pas? Si vous montez un projet ensemble, pas mal convaincu que ça va leur faire plaisir d'aller parler de ça. De changer l'aspect aussi du policier qui n'est pas juste là pour intervenir, t'arrêter. Puis il y a des gens qui peuvent avoir peur de la police ou avoir une mauvaise conception de la police. Mais c'est le fun d'humaniser aussi, d'être celui qui explique la loi, de protéger le monde. C'est ça. C'est le fun quand on a l'occasion d'avoir un plus beau rôle, parce que souvent on est là dans des moments qui sont pas... Le contact, c'est pas parce qu'il y a une intervention à faire. Non, c'est ça. Fait que c'est bien rare qu'on est là quand c'est le fun, mais les moments où on peut laisser un ancrage positif, ben c'est super le fun d'aller le faire. Puis nous, en même temps, on fait notre travail, on prévient la criminalité. Au même titre, quand on va parler d'alcool au volant à des jeunes avant leur balle de finissant, mais on espère qu'il y en a quelques-uns qui vont écouter. Fait que si on peut faire la prévention, enseigner sur qu'est-ce que c'est, aller dans votre poste de police local, demander à parler aux responsables de la prévention, puis bâtir un projet ensemble. Pour utiliser le slogan de mon ancien corps de police, on est des partenaires de la communauté. On veut travailler avec les gens. C'est notre métier, c'est ce qu'on veut faire. Fait que, allez-y fort, je suis pas mal sûr que vous ne ferez pas fermer la porte au nez. De toute façon, il vaut mieux essayer que pas essayer. Au pire, ça va être un non, ce sera pas pire que ce qu'il y a là s'il n'y en a pas. Là. Oui, puis si un non, c'est pas parce qu'ils veulent pas. Là. Il y a des enjeux de temps et d'effectifs qui, des fois, font en sorte qu'on peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire, mais c'est sûr certain que c'est pas parce qu'ils voudraient pas faire ce genre de projet-là. Mais dis-moi, je suis vraiment fière, moi, de ça, que dans le projet qu'on a bâti, parce que c'est la tournée de formation Alterado vient ensuite avec des ateliers que les intervenants vont mener. Donc, c'est des centaines d'intervenants à travers le Québec qui sont formés. Puis dans la formation, il y a tout un volet que j'enseigne sur justement la cybercriminalité, puis l'intervention en cybersécurité.
Donc ça, il y a des outils qui sont développés, dont un jeu qui est As-tu liké et des outils web qui vont être mis à la disposition du grand public dès mars 2023. Puis il y a des quiz qui sont faits, légal, pas légal, qu'on a développé. On a fait le héros du texto, qui est si tu réponds ça puis ça, qu'est-ce que l'autre va répondre, pour qu'il voit un peu où ça peut mener des fois. OK. Donc je suis fière de dire qu'on a fait en tout cas notre part pour que ça sème les graines. Il faut la faire, cette prévention-là, parce que c'est vraiment plate d'arriver à judiciariser des jeunes qui n'ont pas été éduqués là-dessus. Puis on a tous une responsabilité de les éduquer. Et c'est comme ça qu'on va développer. Ils me disent responsabilisons les jeunes, responsabilisons les jeunes. Mais ça part aussi par éduquer aux conséquences de leurs gestes. C'est pas juste de leur dire fais les bons choix, et fais les bons choix en connaissance de cause. Oui, puis je te dirais qu'on est de plus en plus confrontés à des jeunes qui n'ont jamais connu de conséquences à leurs actions. Ils se font arrêter par la police aussi simple que pour une infraction que de la sécurité routière. Puis j'ai un collègue qui a remis un constat d'infraction à un jeune de 16 ans, puis il a dit « Non, je le veux pas, le ticket. » Il dit « Je le veux pas. » Mais c'est pas toi qui décides, c'est pas un choix, là. Tu l'as, le ticket. « Non, je le veux pas. » Jamais vécu de conséquences à ses actions. Que tu veuilles, que tu veux pas, il y en a des conséquences à tes actions. Fait que, oui, apprenons-le. C'est notre job de parents, d'intervenants, de les accompagner de les accompagner dans cet apprentissage-là. Parce que c'est comme tu dis, c'est tellement triste que la première fois que tu vis des conséquences, ça vient avec tout le processus judiciaire. Tu veux pas t'embarquer là-dedans, c'est jamais agréable. Si le plus possible, on peut éviter la police, on le fait. Donc, on accompagne les jeunes à vivre les conséquences de leur choix. Ça veut dire, puis c'est pas, il faut faire attention. Moi, dans mon travail, on parle beaucoup de bienveillance, mais à un moment donné, trop couvrir devient du laxisme aussi. Il faut faire attention à jusqu'où on protège le jeune. On ne le met pas en danger. Évidemment, on ne s'amuse pas à y faire vivre des conséquences pour le fun. Mais c'est important, quand il vit une conséquence, de lui en parler, puis de l'accompagner dans le fait que ta conséquence, elle est réelle, mais ce que tu vis, on va t'accompagner là-dedans. Mais moi, on voit beaucoup d'intolérance aux émotions négatives ou désagréables qui amènent à refuser les conséquences. Puis leur réaction est tellement grande qu'on évite de donner des conséquences. Ça, en clinique, ça déborde. Et dans les écoles, ça déborde. De jeunes qui, pour ne pas avoir la conséquence, font une crise tellement grande, puis que les adultes, pour ne pas faire vivre cette crise-là, ne donnent pas la conséquence et parlent aux jeunes à la place. C'est complètement contre-productif de faire ça. Parce qu'on voit que ça fait l'effet inverse. Oui, ça va être des ados et des adultes qui vont vivre des enjeux de ne pas prendre leurs responsabilités. Mais la vie va nous rattraper. Difficulté à prendre les conséquences, difficulté à s'adapter, difficulté avec le non. Ça vient avec. Puis là, grandir avec ça, c'est pas l'idéal, évidemment. Donc, ça veut dire que dès le plus jeune âge, qu'on soit là ici, là, les auditeurs, qui soient là pour leur enfant, pour leur adolescent, pour ceux qui accompagnent, peut-être d'amener la responsabilisation, de discuter avec les jeunes, faire beaucoup de prévention, en parler. Oui, puis d'être conscient que l'écran, l'accès à Internet qu'on leur donne, c'est une des premières fois qu'il peut avoir des conséquences réelles sur leur vie. Il y a plein de choses que c'est pas grave, des petites conséquences par-ci, par-là. Tu sais, un enfant, qu'est-ce qui est dangereux? Se noyer, se faire frapper par une voiture, avoir un accident. Le reste de tout ça, c'est pas si pire, ça vient pas en danger. Mais là, sur Internet, il peut avoir des conséquences désastreuses pour le restant de sa vie. C'est comme je disais tantôt, il y a des adolescents qui se sont suicidés après du partage de photos intimes. Donc, leur enseigner la responsabilité, on leur donne entre les mains quelque chose avec lequel ils peuvent détruire leur vie, puis on leur explique pas quoi faire. Ou détruire celle d'une autre personne. Ou détruire celle d'une autre personne, parce qu'on voit de plus en plus de violence. Il y a vraiment un apprentissage que je crois qui n'est pas fait avec tout ça. Comme parent, je suis papa de 2 petites filles, mais mes parents n'ont pas eu à gérer cet aspect-là, puis nous, on va avoir à le faire. Mais si comme parents, on ne prend pas nos responsabilités de faire cet enseignement-là, ben ils vont l'apprendre tout seul. Puis c'est bien rare que quand on apprend quelque chose tout seul, on le fait de la bonne façon en commençant. Tu sais, je ne sais pas si tu savais, mais le contenu violent, c'est ce qui est le plus virulent en ligne. Un street fight, c'est ce qui génère le plus de partage le plus rapidement avant que ce soit retiré du réseau Internet.
Donc, pour plein de raisons, tout ce qui est violent en ligne, c'est ce qui attire le plus d'attention. Puis quand on s'intéresse aux jeunes, ce que ça crée pour eux, quand eux, ils mettent en ligne un contenu violent, on voit que ça augmente drastiquement leur nombre d'abonnés. Donc, moi, je suis un nobody à l'école. Je me démarque pas d'aucune façon, puis je trouve ça... c'est pas le fun comme adolescent de ne pas se démarquer, comme adulte non plus, là, d'ailleurs. Il partage ça, puis tout à coup, là, il peut avoir des milliers d'abonnés. Puis là, tout à coup, son compte devient hot à cause du contenu qu'il publie. Donc ça, il faut l'expliquer aux jeunes. Qu'à un moment donné, il faut l'expliquer. Pas se lever haut et fort puis dire arrêtez tout le monde d'être violent. Mais une première action qu'on peut faire comme adolescent, c'est d'arrêter de repartager ça. Parce qu'on s'habitue à la violence qu'on voit, puis on commence à la normaliser à un moment donné. Puis moi, je pense qu'on commence à le voir réellement. Les relations amoureuses entre adolescents sont de plus en plus violentes. Et là, c'est tout à fait d'actualité, là, mais la violence armée à Montréal, là, c'est pas des adultes, c'est des adolescents. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la violence soit aussi grave pas accessible, mais qui se permettent de faire ça, c'est qu'ils soient désensibilisés à cette violence-là. On a un job de parents, d'intervenants, de policiers à faire parce que j'ai peur de voir l'avenir nous réserve quoi si ça continue dans cette mouvance-là. Puis avec ton œil de policier, ton œil de père, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour que cette criminalité-là, du moins chez nos jeunes, tende à diminuer, que cette violence-là diminue? C'est quoi les avenues à considérer? C'est très complexe, mais je pense que ça part de la base où c'est beau mettre de l'argent, c'est beau avoir des grands plans contre la violence armée, mais si on ne parle pas à nos jeunes, qu'on leur explique pas concrètement, qu'on n'essaye pas de les comprendre, parce qu'on n'ira nulle part. Ça part du début, il faut leur enseigner que la violence, c'est pas acceptable. J'ai l'impression qu'il faut même enseigner l'importance de la vie humaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que les jeunes soient si désensibilisés, même à l'importance de la vie humaine, que tout le monde en a juste une, puis tu n'as aucun droit sur la vie de quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il faut avoir les conversations, puis les conversations difficiles avec nos enfants, puis le plus vite possible. C'est drôle parce que tu répètes très sensiblement ce que Charles-Antoine Barbeau-Meunier a partagé. C'est un médecin en psychiatrie qui a participé au podcast. Son podcast est déjà en ligne d'ailleurs. Puis je le questionnais, lui, il est le fondateur de Bien-être numérique, qui est des ateliers qui démystifient Internet avec nos jeunes. Donc, il s'est présenté dans les écoles, lui, ses collègues médecins, puis on bâtit des ateliers de prévention, en fait, là, qui parlent avec les jeunes, qui démystifient ce qui se fait sur les réseaux ou pas, puis tout ça. Puis maintenant, c'est rendu à la Fondation Ciel d'Alexandre Champagne. Donc, c'est Charles-Antoine qui a parti ça à la base. Puis lui, je lui demandais comment tu peux nous suggérer, là, qu'est-ce que tu souhaites pour notre avenir en bien-être numérique chez nos jeunes? Puis il a dit, c'est bien beau se regrouper entre adultes et essayer de voir ce qu'il faut faire de mieux pour nos jeunes, mais on écarte à la table la personne concernée qui est le jeune. Entendez ce qu'ils ont à dire, puis travaillez avec eux, ouvrez la discussion, parlez-en. Et c'est comme ça qu'on va concevoir un monde numérique dans lequel il va peut-être prendre des meilleures décisions, prendre des bonnes décisions pour lui et pour les autres. Mais ils doivent faire partie de nos discussions, ils doivent faire partie de nos concertations publiques. Mais là, on est encore dans la violence, on forme des comités d'adultes, de professionnels, d'experts, mais les adolescents ne sont pas à la table. Et je pense qu'on ne conçoit pas comment eux perçoivent la réalité. On ne vit pas dans le même monde. Non, pour moi, moi, dans mon temps, c'était pas comme ça. Pour moi, le numérique, ça n'a aucun impact. Ce qui se passe sur le numérique, c'est virtuel, c'est pas vrai. Si je pèse sur X, c'est fini, il n'y a pas personne qui m'écœure. Pour eux, c'est leur vraie vie qui se passe là-dessus. Ouais. Puis là, on le voit, quand ils parlent de scoring, là, ils tirent pour se venger, mais ils tirent pour avoir du street fame sur les réseaux sociaux. Oh my God. Fait que c'est leur vrai monde. Je pense qu'on est même... En tout cas, moi, je suis pas capable de concevoir comment tu vois le monde. Ça comme réflexion. Là. Oui. Fait qu'il faut les comprendre. Donc, il faut ouvrir la discussion sans jugement. Il faut ouvrir la discussion sans jugement.
puis est-ce qu'il faut ramener à la réalité? Mais ça, c'est plus large que moi ce que je peux en concevoir. Mais moi, je suis fière de dire que je travaille avec le regroupement des maisons des jeunes, puis que là, je rencontre chaque semaine, parce qu'on est en tournée, je rencontre des intervenants de maisons des jeunes, d'organismes, puis d'écoles, qui, eux, l'ouvrent la discussion, qui sont engagés, qui sont prêts à en parler. Donc, continuer à faire ça, ça va de pair avec ce que tu dis. La prévention passe par ouvrir ces discussions-là. Ça se peut que des fois, on les ouvre qu'on n'ait pas la réponse. Parce que les jeunes nous amènent dans toutes sortes d'avenues. Là. C'est les appréhensions des intervenants. Mettons qu'on parle de ça, puis on ne sait plus quoi leur dire. Ben dis-les que tu ne sais plus quoi dire à ça, puis c'est correct. On n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses, mais on peut en réfléchir ensemble puis donner notre point de vue de ce qui nous inquiète ou pas. Absolument. Là-dedans. La personne qui s'attend à ce qu'on ait la science infuse, la connaissance de tout, mais c'est ça. Quand on cherche une réponse, quand on n'a pas la réponse, on va la trouver, ou minimalement, on va en discuter, parce que pas mal sûr que les jeunes vont avoir une façon intéressante de voir la chose, ils vont apporter quelque chose de nouveau. Mais oui, il faut en parler. Bien, sur ça, c'est bien le mot de la fin. Parlons-en avec nos jeunes, ouvrons la discussion pour qu'ils évitent en fait de se rendre à des interventions policières. Puis on souhaite que les interventions policières soient plus d'ordre préventionniste auprès de nos jeunes qu'interventionnistes. Oui, si vous voulez avoir accès à un policier, n'hésitez pas, on est là pour ça, c'est notre métier. Allez cogner à votre service de police municipal ou local. Demander à parler aux préventionnistes, surtout pour les intervenants qui voudraient bâtir quelque chose. C'est des beaux projets. C'est des projets qui intéressent les policiers préventionnistes parce qu'on a l'impression d'avoir un impact. C'est le fun d'avoir un impact dans son travail. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. C'est ce que je vous dirais. Merci d'avoir pris ce temps-là de nous partager ton expérience de police et de père par la bande aussi. C'était vraiment intéressant. Puis encore une fois, au nom du regroupement, merci beaucoup. Ce fut un très grand plaisir. Vous venez d'écouter Connecté. Ce balado a été créé dans le cadre du projet Alterado, présenté par le Regroupement des maisons des jeunes du Québec et financé par le Secrétariat à la jeunesse. Connectés ensemble pour des liens solides.